Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Rudy Erivo, ancien sénateur, ancien député. Bonjour, docteur Erivo, porte-parole officiel du PHTK. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, je profite de l'occasion pour saluer évidemment tout le staff de la radio et de la télévision ainsi que le reste du personnel. Un petit salut très spécial à mon ami Gilbert Fonboin, pour qui j'ai la plus grande admiration depuis que j'étais au Collège Notre-Dame, puisque c'est une icône du monde, de l'univers du sport ici en Haïti. En parlant du sport, on aura à parler de la participation d'Haïti à la Copa. America Centenario. C'est ça. Eh oui, ce sera très bien. Mais juste avant... Évidemment, les auditeurs et auditrices sont salués, ainsi que nos amis du PHTK. Ils sont salués. Et, bien sûr, le candidat du PHTK, bien au second tour, M. Jovenel Moïse. Merci, docteur Erivo. Juste avant de vous poser la première question, je voudrais attirer l'attention du public de Métropole sur quelque chose qui s'est passé hier soir. Nous avons appris juste avant de venir en studio, que le professeur Auguste Demeza, qui était notre invité hier, a été attaqué hier soir par des bandits. Et sa vie n'est pas en danger. Dieu merci. Nous avons réussi à lui parler. Et je peux dire aussi qu'il n'a pas voulu faire de bruit autour de l'incident. Il est sain et sauf. Métropole profite de cette occasion pour lui adresser ses sympathies, ses vives sympathies. Donc, et permettez aussi, au nom du PHTK, que je présente mes sympathies au professeur Demeza, parce que, comme nous le disons, violence pas fait sens. Nous condamnons toute forme de violence. Oui. Et il faut aussi préciser que c'est en ces périodes d'incertitude politique, de flottement, que les malfois, les voyous sortent de leur tanière pour plonger le pays dans le deuil. Donc ça, nous le condamnons avec la plus grande virulence. Donc je rappelle que le professeur Demeza était hier à la place du docteur Erivo. Il participait à l'émission, à la rubrique Le Point de Métropole. Alors, pour que les gens ne soient pas alarmés, je rappelle que la vie du professeur n'est pas en danger. Je crois qu'il est blessé, selon ce qu'il m'a dit. Mais ça va aller pour lui, ça va aller pour lui. Il n'a même pas voulu en parler. Mais on tenait à lui adresser nos sympathies ici à Métropole, puisqu'il était hier avec nous, ici, à la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Erivo, au niveau du PHTK, comment cela se passe? Est-ce que vous avez... est-ce que le calme s'installe chez vous au niveau du PHTK en prévision des élections? Nous sommes sereins au niveau du PHTK et nous suivons avec la plus grande attention et bien sûr et beaucoup de sérénité aussi ce qui se passe sur le terrain politique aujourd'hui. Et surtout l'implémentation de la feuille de route, l'accord du 6 février, dont le président provisoire est le principal géniteur et principal bénéficiaire. Il est en train d'avancer timidement, lentement. Donc, ce serait bien qu'il se souvienne avec quelle célérité, quelle fougue et quel enthousiasme il a été élu au suffrage universel indirect par l'Assemblée nationale et comme président provisoire de la République. Donc, au niveau du PHTK, nous attendons de sa part le même enthousiasme, la même célérité pour l'implémentation de tous les prescrits de l'accord du 6 février dont, évidemment, qu'il a conçu et dont il s'est occupé de la rédaction. Il en est le signataire et le principal bénéficiaire. C'est tout ce que nous attendons de M. Brivet. Je décèle dans vos propos des inquiétudes en dépit de cette sérénité dont vous avez parlé. Il faut constamment rappeler au président provisoire qu'il est là pour implémenter une feuille de route et pas pour autre chose. Et le principal danger pour Jocelyn Brivet aujourd'hui serait qu'il soit tiraillé par des gens perdus dans leurs rêves, dans leurs fantasmes, qui voudraient lui faire comprendre qu'il peut faire fi des lignes directrices de cet accord du 6 février 2016.
Ce serait extrêmement dangereux. Vous auriez des informations jusque-là et gardées secrètes ou encore non publiques, non avouées? Pas nécessairement, mais nous suivons évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Et nous avons remarqué aussi qu'il y a eu une première entorse à la mise en application de cet accord si l'on prend les conditions tout à fait anormales et inconstitutionnelles dans lesquelles a été désigné, bien sûr, M. Fridjan comme Premier ministre de la République. Évidemment, pourquoi on parle de violation, c'est qu'il n'y a pas eu cette consultation avec les présidents des deux chambres. D'ailleurs, il n'y a pas de président au Sénat de la République. Le président de la Chambre basse, l'honorable Scholzer Chancy, ne s'est pas présenté à la cérémonie d'installation, et il a eu parfaitement raison, puisqu'il n'a pas été consulté. Et les députés du bloc majoritaire ont clairement fait comprendre à M. Privert, eh bien, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, que M. Fridjan n'avait aucune chance, que sa politique générale n'avait aucune chance de passer, d'être ratifiée par les députés au niveau de la Chambre basse, et pas aussi, il n'avait aucune chance de décrocher les 16 voix nécessaires au niveau du Sénat de la République. Malheureusement, il a tenu mordicus à nommer M. Fridjan dans les conditions que l'on sait. Et d'ailleurs, autre entorse qu'il faut dénoncer, Wendell Theodore, c'est qu'il aurait dû d'abord obtenir, et ça vous le savez, la démission du Premier ministre Evans Paul et de son gouvernement avant justement de nommer M. Fridjan à la tête de la primature. Et ça, il a oublié de le faire. C'est un écart très grave et une violation extrêmement grave à l'accord du 6 février 2016. Dites-nous, docteur Erivo, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais vous étiez sénateur de la République. Pourquoi, à votre avis, ou encore que prévoient les règlements intérieurs du Sénat de la République? Pourquoi ils n'ont pas procédé à l'élection de nouveaux bureaux? Merci de poser la question, Wendell. C'est une grosse anomalie. Les règlements intérieurs du Sénat sont très clairs là-dessus. S'il y a un empêchement du président du Grand Corps, du président de l'Assemblée nationale, qui est évidemment le président du Sénat de la République, le vice-président automatiquement fait office de président. Mais c'est en cas d'empêchement. Il faut que ça soit très clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais dans le cas d'espèces qui nous concernent, M. Privert, qui était président du Sénat, n'est pas empêché. Il a démissionné de son poste pour occuper de manière provisoire le fauteuil présidentiel. Et il a, je le rappelle encore, un accord à implémenter, à mettre en application. Et il faut qu'il y ait des élections au niveau du Sénat de la République pour le remplacer. Ceci n'a pas été fait. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière selon vous, qu'est-ce qui est derrière cette attitude des sénateurs? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrangent pas pour élire un nouveau président? Pourquoi? Nous n'allons pas chercher pour savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Mais ce qui est important, c'est le constat lamentable que nous faisons. Et quel est ce constat? C'est que, d'entrée de jeu, l'accord a été violé par le président provisoire. Mais qu'est-ce que Pourquoi? Parce qu'il aurait dû, je le répète, consulter les présidents des deux chambres. Il ne l'a pas fait, et même au Sénat de la République, tu viens d'en parler, eh bien, il n'y a pas un président qui a été élu justement pour entrer en consultation avec M. Privert. Donc, nous constatons qu'il y a eu un écart très grave, une violation très grave à l'accord du 6 février 2016. Ce que je veux comprendre et que le public aurait aimé comprendre ou savoir, professeur, est-ce qu'ici on peut parler de stratagème ou d'astuce de la part des sénateurs ou encore de la part du président Privert? Pourquoi est-ce que les sénateurs ne se sont pas arrangés ou encore ne se sont pas mis d'accord sur la nécessité d'élire un nouveau bureau pour qu'il y ait un président au Sénat? Je vais dire trois choses. Et je ne vais pas entrer dans des supputations, mais tout ce que j'ai envie de dire au nom du PHTK, c'est que de toute façon, le temps est compté au président provisoire. Il a 120 jours et au cours de cet intermède, de cette fourchette, il n'a plus 120 jours. Mais il y a 20 jours qui se sont déjà écoulés. Bien sûr, il ne lui reste que 100 jours. Et à l'intérieur de cet intermède, de cette parenthèse, de cette fourchette, il se devra d'implémenter tous les prescrits, toutes les lignes directrices de l'accord du 6 février. Il ne peut pas en sortir puisque
c'est l'accord du 6 février Wendel qui donne à M. Privert sa légitimité comme président et bien sûr provisoire. Il n'a pas bénéficié du suffrage universel, il n'a pas été aux élections. Ce sont des circonstances, j'ai envie de dire, regrettables et malheureuses qui ont permis à M. Privert d'occuper aujourd'hui, et même si c'est de manière très provisoire, le fauteuil présidentiel. Mais il doit constamment se rappeler qu'il est là pour implémenter un accord dont il est le géniteur, le concepteur, le rédacteur, le signataire et le principal bénéficiaire. Dans les 100 jours qui restent, vous pensez que M. Privert a le temps qu'il faut pour implémenter l'accord? Il a amplement le temps. Regardez avec quelle célérité on a eu l'élection de M. Privert à l'Assemblée nationale au second tour. Oui, mais c'est différent. On a veillé très tard, jusqu'à 4h, 5h du matin. Vous auriez proposé qu'on continue à veiller, non? Il faut qu'il y ait ce même enthousiasme, cette même fougue, cette même ferveur, cette même fièvre pour la mise en application des autres points de l'accord. C'est clairement dit, par exemple, c'est vrai qu'il a fait des consultations avec, mesdames, messieurs, et les acteurs politiques, les différents secteurs, pour, et bien sûr, trouver un profil qui soit rassembleur pour le poste de Premier ministre. Les députés, dans leur grande majorité, et une partie du Sénat de la République, lui ont fait comprendre que M. Fridjan n'avait aucune chance, mais il a persisté, il a tenu à ce que ce soit lui. Est-ce une façon de faire passer le temps? On va devoir parler du Mais pour répondre directement à votre question, il a amplement le temps de respecter cet accord et bien sûr de l'appliquer dans toute son intégralité. Et là, vous pesez vos mots, vos propos, vous en êtes certain? Bien sûr, et puis on peut aller un petit peu plus loin, extrapoler. En dehors justement du temps qui lui est imparti aujourd'hui, les 120 jours, M. Privert sera illégitime. Et c'est clairement dit aussi au niveau de l'accord que le Parlement en prendra acte, le cas échéant, pour prendre les dispositions qui s'imposent. On espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'il va donc prendre toutes les dispositions pour implémenter l'accord. On parlait justement du Sénat de la République qui fonctionne aujourd'hui sans président, étant donné que le président sortant n'est pas empêché, est plutôt démissionnaire. Maintenant, voyons au niveau C'est un vide, c'est une lacune à combler. C'est un vide à combler. Et les règlements intérieurs prévoient évidemment ce qui doit être fait dans ce contexte-là pour, bien sûr, mettre en place un autre bureau. Le PHTK à la tête du bureau du Sénat de la République. Parlons maintenant de la Chambre des députés. Est-ce que le PHTK a le contrôle de ses députés à la Chambre basse? Aucun secteur n'a le contrôle de la Chambre basse. Mais au niveau du PHTK, nous faisons partie d'un bloc majoritaire. Et ce bloc, c'est un bloc compact, monolithique, qui a clairement expliqué qu'aujourd'hui, on est le jeudi. Non, vous avez dit le bloc est monolithique. Monolithique, compact. Mais l'ensemble des députés du PHTK n'est pas monolithique. Écoutez, si je parle du PHTK, je parle au nom du PHTK, parce que je sache, eh bien, il y a une grande cohésion, une grande cohérence au sein du PHTK, des élus du PHTK. Nous sommes en politique, et il y a toujours une possibilité qu'il y ait une défection, je ne sais pas, ce que nous ne souhaitons pas, ce qui, j'espère, n'arrivera pas. Vous avez entendu mais le bloc est compact et monolithique. Vous avez entendu ne vous en faites pas, je vais pas faire de personnalité, on n'a pas cette habitude non plus à Métropole, mais vous avez entendu des déclarations faites par des parlementaires qui laissent croire qu'ils ne se sont pas qu'ils se sont alignés ou qu'ils ne se sont pas alignés. Vous avez entendu ça. Et ce sont des parlementaires du PHTK. Les dernières informations que nous recevons au niveau du PHTK nous confortent dans cette position que M. Fridjan, qui a été nommé de manière inconstitutionnelle et en dehors de l'accord du 6 février, eh bien, il n'a pas de chance pour passer le cap de la ratification de sa politique générale au niveau du Parlement haïtien. De toute façon, le président Privert est très optimiste en ce sens. Il a fait des déclarations en ce sens, annonçant que l'énoncé de politique générale de son Premier ministre sera ratifié au niveau du Parlement. Ratification, ça, écoutez, permettez-nous d'en douter. Je ne suis pas au Parlement, mais si je m'en tiens à ce qui se dit, aux déclarations faites par les parlementaires, que ce soit au Sénat de la République, au niveau du bloc minoritaire, il faut savoir qu'il faut les 2/3, majorité absolue, au niveau des deux chambres, pour que la politique générale du Premier ministre, nommée de manière irrégulière, eh bien,
pour que cette politique générale soit ratifiée. Et là, je me demande comment M. Fridjan va faire pour obtenir les 2 tiers au niveau de la Chambre basse et 16 sénateurs au niveau du Grand Corps. Ça, c'est pas certain, c'est pas sûr. Mais voilà ce qui est important pour nous. Le temps passe, le temps presse. Ça, c'est la première chose. M. Privet a un guide, une boussole, une feuille de route. Et là, il doit savoir, il ne doit pas se laisser dévier de sa trajectoire. Il doit éviter, avec beaucoup d'intelligence, des gens qui viendront vers lui pour lui faire comprendre qu'il n'est plus beau qu'il ne l'est en réalité, qu'il est plus beau qu'il ne l'est en réalité. Et qu'il peut sortir de manière, et je dirais impunément, de la logique de l'accord du 6 février. Il ne le pourra pas. Il a une mission très claire, il a un mandat très clair, et je répète, eh bien, le mandat du président provisoire, c'est d'implémenter dans son intégralité et dans le délai qui lui a été imparti par l'accord dont il est lui-même le géniteur, eh bien, tous les points de cet accord dans le temps et le délai qui lui a été imparti. Il ne peut pas en sortir, sinon, automatiquement, il perdra de sa légitimité avec toutes les conséquences regrettables et fâcheuses que cela présuppose. J'ai l'impression que c'était le message, le principal message du jour. Écoutez, on n'a pas le choix. Il faut constamment rappeler qu'il y a un accord qui existe. M. Privet tire sa légitimité, son existence même comme président provisoire de cet accord. C'est son bébé à lui. Mais vous avez oublié, donc, sénateur. Il ne doit pas violer cet accord pour accoucher d'une espèce de monstre hybride qui n'a rien à voir avec son petit bébé, qui est l'accord, parce que cela aurait de graves conséquences. Je ne sais pas comment vous allez interpréter mes propos si je vous dis qu'en tant qu'ancien sénateur, vous n'avez pas laissé d'autre héritage quand même à vos collègues. Quand je dis ancien, je parle pas à Rudy Erivo, mais à tous les sénateurs de la République. De quel héritage vous parlez, Wendell? Je parle d'héritage de négociation au niveau de chaque fois qu'il doit y avoir un Premier ministre. Est-ce que ça va vous surprendre que vos anciens, enfin, je dirais collègues, mais non, que vos successeurs, en quelque sorte, au Sénat de la République... On est dans la politique, il doit y avoir, sur le terrain politique, il y a une perception aujourd'hui. Il y a une perception. Laissez-moi répondre. En politique, il y a et il y aura toujours des tractations, des négociations. Et une dynamique de lobby pour essayer de convaincre, d'attirer les parlementaires, d'attirer leur vote. Justement, et c'est de bonne guerre. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a toujours eu cette histoire de négociation dans les 2 chambres. Des députés et sénateurs font toujours du bruit, des tapages également, annonçant... De la surenchère peut-être. De la surenchère, annonçant qu'ils ne vont pas ratifier, qu'ils ne vont pas voter. Et arrivé devant le fait accompli, ils votent, ils ratifient à la suite des négociations initiées. C'est pas toujours vrai. Parfois, il y a eu des cas, par exemple, et le vote de non-confiance qu'on avait donné à l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis. Sur Métropole, on avait fait une intervention pour dire qu'il va tomber. Et ça s'est fait. Oui. Malgré toutes les tractations, les intimidations, les pressions et les négociations qu'il y a eu. Oui, à ce moment-là, on disait aussi qu'il y avait d'autres gens qui tiraient la ficelle. Non, mais c'est toujours le cas. Maintenant, non, mais là, le contexte... Mais la conviction, docteur Erivo, où est la conviction des sénateurs? Il y a toujours des facteurs qui sont en mesure d'influencer le choix, la décision de parlementaire dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, regardez ce qui s'est passé après le passage du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Nous avons eu des partenaires internationaux. Vous voyez, donc j'arrive peut-être à l'objet essentiel de votre préoccupation, qui nous ont fait comprendre que sans une loi d'urgence, eh bien l'international ne pourra pas se solidariser avec Haïti, ne pourra pas nous accompagner. Eh bien, on avait pris une décision avec d'autres sénateurs, d'autres amis sénateurs. Ils ont participé à cette rencontre avec ses partenaires importants au niveau de l'ambassade des États-Unis. L'envoyé spécial du département d'État nous a clairement expliqué, eh bien, si qu'elle ne peut pas nous dicter, bien sûr, c'était une femme, qu'elle ne peut pas nous dicter ce que nous devons faire, mais si elle était à notre place, elle ne se serait pas opposée au vote de la loi d'urgence. Donc, il a fallu expliquer à ce pays, à nos compatriotes, qu'un choix cornélien devrait être fait. Et pour permettre justement à ce que l'international se mette aux côtés d'Haïti, nous accompagne
en cette période difficile, il a fallu voter la loi d'urgence. Donc, je vous donne un cas précis. Et aujourd'hui, quand on écoute les parlementaires, que ce soit du bloc majoritaire à la Chambre des députés ou au Sénat de la République, ils sont déterminés jusqu'à présent. Ils le disent, ils sont clairs là-dessus. Je ne vois pas comment cela pourrait changer, même si on doit ajouter, on ne sait jamais. Mais ils sont clairs là-dessus pour dire que dans les conditions particulières, regrettables et irrégulières dans lesquelles M. Fridjan a été choisi, a été nommé Premier ministre, sans la démission de l'actuel Premier ministre en place, c'est-à-dire en violation de l'article 137.1 de la Constitution de ce pays, en violation du parallélisme des formes et des procédures, eh bien, il n'y a aucune chance pour que M. Fridjan et pour que sa politique soit ratifiée au niveau du Parlement haïtien. En tout cas, attendons de voir s'il n'est pas illusoire de croire que les parlementaires vont pouvoir aller jusqu'au bout. Pendant qu'on en parle, il faut savoir que nous attendons rapidement qu'il y ait un Premier ministre au niveau de la primature. Donc, M. Privé va devoir s'asseoir à nouveau avec les parlementaires dans le cas où la politique générale de M. Fridjan est rejetée par le Parlement haïtien, la Chambre des députés ou le Sénat de la République. Il faudra que la procédure recommence, c'est-à-dire la désignation de notre Premier ministre qui fasse consensus, comme c'est clairement prévu au niveau de l'accord du 6 février. Vous nous direz aussi ce que les constituants ou encore les législateurs entendent par la procédure recommence. Eh bien, c'est clairement dit, quand on dit une procédure recommence, Wendell, ce n'est pas à une étape spécifique. On va revenir c'est dès le début, bien sûr. On va revenir là-dessus, docteur Erivo, après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le porte-parole officiel du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, le docteur Rudy Erivo. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Le docteur Rudy Erivo, porte-parole du PHTK, est notre invité ce matin. À travers ce show, il fait valoir sa position, la position du parti haïtien Tête-Calais. Il essaie aussi de réagir à certains faits qui marquent l'actualité aujourd'hui. Et au niveau du PHTK, apparemment, on se prépare à se lancer dans la bataille, puisqu'on parle de compléter ou encore de boucler le processus électoral, docteur Erivo. Absolument, c'est clairement prévu au niveau de l'accord du 6 février. La tâche essentielle du président provisoire, au cours des 120 jours prévus au niveau de l'accord, c'est de mettre en application tous les prescrits, tous les points de cet accord. C'est-à-dire, mise en place du CEP pour la finalisation du processus électoral, la désignation de Premier ministre de consensus et la mise en place de gouvernement de consensus. Et il a été clairement dit au point 5 de cet accord, Wendell Théodore, et de mettre en application les recommandations techniques de la commission d'évaluation. Justement, j'allais en parler, mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intéressants prétextes pour le président pour ne pas tenir compte des prescrits de l'accord, dans la mesure où jusqu'à présent, s'il y a du retard, il n'en est pas responsable, dans la mesure où les secteurs habilités à désigner les représentants ne l'ont pas encore fait. Je crois que jusqu'à ce matin encore, il y a eu encore... Donc il y a 8 secteurs. Il y a eu 8 secteurs. Sur Métropole, il y a 8 secteurs. Mais est-ce qu'il peut sortir un arrêté avec 8 membres? Je pense que le secteur syndical va faire le nécessaire pour confirmer et Mme Edith Loud ou bien désigner quelqu'un d'autre au niveau du Conseil électoral provisoire. Mais il faut aussi que j'ajoute qu'au niveau du PHTK... Juste avant d'ajouter... je vous attends, Wendell. Oui. Et l'accord prévoit une commission de vérification ou bien la mise en œuvre... Absolument pas. Donc, il n'est pas question qu'il y ait une nouvelle commission? Nulle part au niveau de l'accord, il n'est prévu la mise en place d'une énième commission d'évaluation. Et d'ailleurs, à quoi cela aurait-il servi? J'ai envie d'ajouter. Donc là, parce qu'il y a eu déjà une commission d'évaluation qui a fait des recommandations. L'accord prévoit
qu'on mette en application ces recommandations techniques. Les recommandations techniques. Et c'est ce qui va être fait. Oui, mais il y a des membres de la commission qui avaient souhaité qu'on aille en profondeur dans la vérification. C'est-à-dire... Je les ai écoutés au cours d'une conférence de presse qu'ils avaient donnée et leur porte-parole, M. Desroches, avait clairement dit que si l'on tient compte des irrégularités constatées, eh bien, et de l'ensemble justement du dossier sur lequel ils ont travaillé, ça ne peut pas remettre en question le classement qu'on a eu à l'issue du premier tour des élections présidentielles. C'est-à-dire, on a M. Jovenel Moïse qui arrive en tête, et bien sûr son dauphin, et le deuxième qui est M. Jude Célestin. Et c'est entre ces deux compatriotes que va se tenir, que va se jouer, bien sûr, la bataille pour la prise du pouvoir le 24 avril prochain. M. Jovenel Moïse et M. Jude Célestin. Les recommandations techniques voulaient dire quoi? Écoutez, vous savez qu'il y a un problème de formation des membres des bureaux de vote. Vous voyez, il y a aussi le cafouillage, la confusion, l'embouteillage au niveau des mandataires à l'intérieur des bureaux de vote. Le problème de formation, donc c'est le problème crucial qu'il va falloir gérer pour permettre à ceux qui vont justement travailler à l'intérieur de ces bureaux de vote de pouvoir rédiger un procès verbal comme il se doit. On n'est pas en train de se leurrer, docteur Erivo. Parce que quand on parle d'irrégularité, c'est quoi exactement? Ce sont des fautes d'orthographe. Des gens qui écrivent, par exemple, 42, en chiffre 42 correctement, et quand ils doivent écrire ça, bien sûr, en lettres, ils se trompent, ils se fourvoient. Donc ça se passe mal. Voilà le problème. Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer? C'est un problème qui a surtout affecté le candidat qui est arrivé en tête, c'est-à-dire Jovenel Moïse. Donc je voulais, il y a quelques instants, vous dire, Wendell, le président provisoire doit éviter cette tentation. Laquelle? Que des gens lui viennent dire que vous avez la possibilité, monsieur le président, d'écarter un tel ou un tel de la course électorale. Vous avez entendu parler de ça? Non, écoutez, j'ai entendu des élucubrations en ce sens. Certaines personnes qui laissent exprimer leurs fantasmes, un rêve éveillé, pour dire, écoutez, la meilleure façon de priver Jovenel Moïse de la prise du pouvoir, c'est de l'écarter de la cause. Ça ne pourra pas se faire, ça ne se fera pas. Pour une raison bien simple. Et si pour demeurer objectif, par exemple, pour rester équilibré, objectif, par exemple, c'est une question, hein, on écarte les deux premiers. Écoutez, c'est une vaste plaisanterie. Non, je vous pose la question. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont choisi de donner leur vote à M. Jovenel Moïse. Qu'est-ce que vous allez faire de ces gens-là? Parce qu'ils sont là, vigilants, comme des sentinelles, prêts à déferler sur les rues de Port-au-Prince et des villes de province pour réclamer, pour appeler au respect de leur vote. En aucun cas, un président provisoire ou une autre personne ne saurait priver Jovenel Moïse de ce qu'il mérite amplement. Mais d'autres partis politiques parlent également du respect du vote populaire, arguant que la population a voté en faveur de leur candidat, mais non en faveur de Jovenel Moïse. Quand on utilise le terme populaire ici, en Haïti, c'est un terme qu'on dénature à dessein. C'est un terme qu'on galvaude, qui est galvaudé. C'est quoi est populaire? Celui qui est le plus populaire aujourd'hui sur le terrain politique, parmi les candidats qui ont pris part à ces élections, c'est qui? C'est Jovenel Moïse. Les dernières manifestations l'ont prouvé clairement. Et si besoin est, eh bien ces gens-là sont prêts à reprendre le béton pour demander à ce que leur vote soit respecté. Pour dire qu'ils ont fait un choix très clair, sans ambiguïté, qu'ils ont jeté leur dévolu sur Jovenel Moïse. Et attention à celui qui serait tenté, qui serait piqué par je ne sais quelle mouche, pour changer, et bien sûr, la donne. Ça ne pourra pas se faire, et c'est une mise en garde que moi, au nom du PHTK, que je leur donne. Je suis là pour dire, au nom du PHTK, et pour dire, au nom de Jovenel Moïse, qu'on ne peut pas lui faire cette injustice, et qu'il ne peut pas être victime de son aura, de sa popularité. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont choisi de voter pour lui. On ne peut pas jeter le
le vote de ces personnes à la poubelle. Et si l'on vous dit qu'on avait fait cette... Ni les sacrifier sur l'autel de je ne sais quelle folie du pouvoir. Docteur Erivo, et si l'on vous dit qu'on a fait cette même injustice à Jude Célestin il y a 5 ans, qu'est-ce que vous répondrez? Eh bien, écoutez, je ne peux pas refaire l'histoire. Et je ne suis pas là pour parler au nom de M. Célestin. Je suis le porte-parole du PHTK. Je suis là pour parler au nom de M. Jovenel Moïse. Étant donné que l'histoire est un perpétuel recommencement... Eh bien, non, avec nous, ce ne sera pas le cas. Nous sommes déterminés, et je parle au nom des gens qui ont voté pour Jovenel Moïse, de cette déferlante rose, ok, sur Haïti, qui a clairement dit voilà dans quelle direction nous avons voté. Et au deuxième tour, je vais vous dire, il est archi favori pour s'imposer. Mais il n'est pas seul au monde. Il a un concurrent, il a un challenger qui est M. Jude Célestin. Eh bien, les gens qui nous regardent aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, Métropole, ce que je voulais vous dire, ils vont dire bien que le meilleur gagne. Oui, mais je suis d'accord avec eux, mais pour le PHTK, nous sommes déterminés à défendre notre vote de manière pacifique. Alors, ce que je voulais vous dire, docteur Erivo, c'est que nous devons aussi avoir les pieds sur terre et la tête bien passée sur les épaules. Il faut aussi écouter les autres sons. Par exemple, il y a la famille Lavalas qui clame la victoire de sa candidate à la présidence. Il y a aussi Moïse Jean-Charles qui estime victorieux de cette course. Et quelles paroles, que dire? 3 choses. D'abord, que face au candidat du pouvoir, qui a eu un discours structuré, ficelé, porteur d'une vision claire de changement pour Haïti, puisque Jovenel Moïse a clairement expliqué comment il allait, bien sûr, continuer le travail remarquable initié par le président Martelly, dans des secteurs clés comme les infrastructures routières, le tourisme, la revitalisation de l'industrie touristique et bien sûr l'éducation, d'accord? Eh bien, il a clairement dit qu'il allait non seulement continuer ce travail, mais qu'il allait justement apporter sa touche personnelle, faire preuve d'inventivité. Attention, ça c'est la première chose. Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur Erivo, avec votre permission? Non, mais allez-y. Oui. Pourquoi vous dites encore candidat du pouvoir? Non. Alors que M. Martelly... Non, attendez. J'étais en train de vous expliquer que face au candidat du pouvoir, il aurait dû y avoir une certaine solidarité, un regroupement des candidats des autres secteurs pour désigner un candidat qui soit capable de rivaliser, de se mesurer à M. Jovenel Moïse pour tout ce qu'il représente. Avec son discours, avec sa force, cette structure, cette batterie qu'il a mise en place pour être le meilleur au niveau de ses joutes électorales. Mais ce à quoi on a assisté, c'est quoi justement? Eh bien, c'est qu'il y a eu une opposition totalement émiettée, totalement désarticulée, désintégrée, où chacun a décidé qu'il serait à même de gagner, de battre Jovenel Moïse. Et cette déperdition, cet émiettement, cette désintégration a eu pour conséquence de faciliter clairement la tâche à Jovenel Moïse. Non seulement son discours a séduit l'électorat, parce que plus consistant, plus cohérent et porteur de ce changement, de cette vision, de ce projet dont je vous ai parlé, mais en plus, il y a eu ce morcellement au niveau de l'opposition. Mais si l'on dit qu'il n'est jamais trop tard, si l'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, docteur Erivo, si tous les candidats arrivent à se mettre d'accord, à se mettre ensemble, je dirais. Ils vont se ranger derrière un candidat et même là encore. Et quelles seront les chances de Jovenel Moïse à ce moment-là? On verra bien. Non, mais Jovenel Moïse, ses chances sont réelles. Parce que les gens qui ont voté pour lui, et aujourd'hui, pendant qu'on y est, et Wendell Théodore, les tractations souterraines ou à visière levée qui se font sur le terrain politique en Haïti, eh bien, ne font que renforcer la popularité de Jovenel Moïse. Je suis là sur Métropole pour le dire et pour le clamer haut et fort. Les gens ne sont pas des imbéciles. Ceux qui nous écoutent au niveau du Cap Haïtien, à Gros-Mangue, à Deuxième Plaine du côté de Petit-Goâve, à Cornillon, à Trudeau, à Thomaso, du côté de Rouc ou de Roche-Plate, à Trou du Nord, et du côté de Ban du Nord, au Cap Haïtien, ils ont voté Jovenel Moïse et pour Jovenel Moïse. Et ils vont le faire à nouveau au second tour. On ne pourra pas priver ces gens-là du vote qu'ils ont donné
à M. Jovenel Moïse. On ne pourra pas le faire. Et s'il y a une tentation extrêmement dangereuse de quelconque acteur politique, et même le président provisoire, d'oublier la réalité du terrain politique aujourd'hui en prenant une décision en dehors justement de l'accord qu'il a signé pour la tenue du second tour, eh bien j'ai envie de dire que le peuple rose ne l'acceptera pas, que nos compatriotes ne l'accepteront pas. Parce que Jovenel mérite amplement de terminer à la première place des élections au premier tour, et on attend que le 24 avril se tienne le second tour des présidentielles et bien sûr les législatives partielles, municipales et locales. C'est ça la mission du président provisoire, pas autre chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas des inquiétudes quand le pays semble ne pas être gouverné. Le Premier ministre Paul reste chez lui. J'ai appris que certains ministres restent chez eux. Vous aussi, j'imagine que... Enfin, je ne sais pas comment vous vous y prenez pour liquider les affaires courantes. Est-ce que vous vous rendez au bureau en tant que directeur général de l'Office national du ministère des Affaires sociales? Écoutez, moi je fais mon boulot comme directeur général. Il n'y a aucun dossier qui souffre à mon bureau au niveau de la direction générale du MAS. Donc à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude? Je suis également le président du CAROS. On se réunit tous les mercredis. Il y a eu une réunion avec bien sûr le directeur général de l'ONA que je salue, dont je salue le travail remarquable, M. Emmanuel Ménard. Il faut que je le fasse. Merci de me permettre de bénéficier de cet espace pour le dire publiquement. C'est quelqu'un qui a fait un travail colossal, remarquable, et qui a permis à l'ONA d'être beaucoup plus efficace aujourd'hui. Je profite de cet espace pour le dire. Et pour continuer, ce qui nous dérange aujourd'hui, qui nous inquiète, c'est cette lenteur. Une lenteur tout à fait suspecte, une lenteur tendancieuse, suspecte, pour retarder la mise en application de l'accord du 6 février. L'accord est clair, le temps est compté à M. Privert. Il ne pourra pas aller au-delà des 120 jours, parce que c'est lui personnellement, qui a mijoté, qui a conçu cet accord. C'est lui qui l'a signé. Et pour répéter, bien sûr, ma propre expression, c'est son petit bébé. Comme c'est son bébé, il ne pourra pas l'étouffer, il ne pourra pas l'asphyxier. Non plus. Donc ça veut dire quoi? Il peut le contourner aussi. Non, il ne pourra pas. Écoutez, mais c'est son bébé. Je vais vous dire quelque chose. C'est son bébé. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a eu un président constitutionnel, le président Martelly, que je salue en passant. Son mandat a expiré le 7 février. Une grande partie de ce pays est montée au créneau, et à juste titre. D'ailleurs, le président l'avait annoncé avant même qu'il le fasse. Les gens montent au créneau pour dire qu'il doit partir le 7 février, que c'est la fin de son mandat. Il l'a accepté, il est parti. Alors que lui, il a été élu au suffrage universel. Il a bénéficié du vote de la majorité de cette population. Et nous avons aujourd'hui un président intérimaire qui accède au pouvoir grâce à un concours de circonstances tout à fait spécial, très singulier, en dehors justement et de la voie royale des élections. Et puis vous venez me dire que ce président provisoire pourrait aller au-delà du délai qu'il a été parti. Mais écoutez, soyons sérieux. Non, je vous pose la question à savoir, comme c'est son bébé, l'accord étant son bébé, est-ce qu'il ne peut pas... Il doit en prendre soin. Il doit le dorloter justement, pour qu'il survive. Sans le tuer, sans le trucider. Ah, mais le contourner aussi, c'est pas le tuer. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont là. Par exemple, au niveau du PHTK, nous sommes là. Nous attendons la mise en application de cet accord. Et c'est ça la mission essentielle du président provisoire. On n'est pas en train de lui prêter des intentions de faire son procès ou encore d'aller trop vite en besogne en disant qu'il a des intentions Je ne l'ai jamais dit sur ce plateau. On veut lancer des mises en garde. Non. Il faut que nous lancions des mises en garde parce qu'il y a quand même quelques entorses, quelques coups de griffe, quelques coups de canif qui ont été donnés à l'accord du 6 février. Puisque, regardez dans quelles conditions le Premier ministre a été nommé, sans, on le répète, sans la démission du ministre Evans Paul, sans la concertation avec les présidents des deux chambres. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc, ce qui signifie quoi? Nous devons constamment appeler. Nous appelons nos partisans à la vigilance, mais nous appelons surtout
le président provisoire, eh bien, au respect de ses engagements. Des engagements pris au moment de signer l'accord du 6 février. Parce que de toute façon, il ne pourra pas se donner une mission qui ne lui a pas été confiée à l'intérieur et par l'accord du 6 février. Il ne le pourra pas. Donc, ce qui l'encourage à extrapoler, à aller, bien sûr, sur les eaux, tourmenter d'autres manœuvres, je ne sais pas, eh bien, il risque de se fracasser sur des écueils, il risque de se noyer, il doit maintenir le cap sur les élections du 24 avril pour, bien sûr, arriver à destination. Docteur Erivo, dites-nous, certains gens parlent de retour de Lavalas au pouvoir avec l'avènement de Jocelyne Privert à la présidence et aussi la nomination de M. Fritz Jean. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne suis pas là pour parler au nom de Lavalas, mais je peux dire ceci. Non, je ne vous ai pas demandé de parler au nom de Lavalas. Je vous ai dit, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aujourd'hui parler de retour de Lavalas au pouvoir avec M. Privert et M. Fritz Alphonse Jean? Je connais des amis lavalassiens. C'est une force politique, Lavalas. Ils savent comment arriver au pouvoir. Ce n'est pas par des sentiers détournés, sinueux, et d'une élection au suffrage indirect à l'Assemblée nationale. Non, j'ai beaucoup de respect pour certains amis au niveau de Lavalas. Je ne peux pas leur faire ce tort. Ils savent comment arriver au pouvoir. Comment le faire? Par la voie royale des élections. C'est ce que nous avons fait au niveau du PHTK. Nos candidats sont allés aux élections. Beaucoup d'entre eux ont réussi. Il y en a d'autres qui ont perdu. Eh bien, ils vont attendre la prochaine fois. Au niveau de Lavalas, c'est pareil. Au niveau des autres secteurs politiques, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a 2 candidats qui sont finalistes au second tour des présidentielles. Eh bien, ils vont devoir attendre pour voir qui va gagner. Et celui qui va gagner aura à cœur, dans ce pays écartelé et dans ce pays polarisé, de faire appel à d'autres compétences au niveau d'autres secteurs pour qu'ils se mettent au service de leur pays. D'autres et gens qualifiés, ils viendront se mettre au service de leur pays. Petite réaction sur l'insécurité. Et puis, j'ai envie d'ajouter, ce serait une illusion de croire aujourd'hui, une illusion d'optique et politique, un mirage, de croire aujourd'hui qu'il y a un secteur ou un autre qui est au pouvoir. Il y a un compatriote, respectable et respecté, ancien directeur général de la DGI, ancien ministre de l'Intérieur, ancien sénateur de la République, qui est au pouvoir. Il s'appelle secrétaire d'État aux Finances. Absolument, merci. Et d'ajouter à la liste. Et c'est quelqu'un que je connais, ce n'est pas un radical, quelqu'un de bon commerce, qui habituellement respecte ses engagements, je peux le dire, sur Radio et Télémétropole. Je suis convaincu que cette personne aura à cœur de tenir sa parole, de respecter la signature qu'il a posée au bas de l'accord, mais j'ai envie surtout de dire que c'est une illusion de croire qu'il y a un secteur ou un autre qui est au pouvoir. Il n'y a que M. Privert, aujourd'hui, qui est au pouvoir, et il est là, dans le cadre de mandats précis. Avec une mission spécifique. De mandats précis, eh bien, mettre en application les prescrits, les lignes directrices, tous les points, et dans le délai imparti de l'accord du 6 février. Docteur Erivo. Il y aura un secteur politique au pouvoir, Wendell. Vous l'avez dit, non, non, Erivo. non, il faut que j'ajoute. Il y aura un secteur politique au pouvoir à l'issue de la tenue du deuxième tour, à l'issue du deuxième tour des élections présidentielles. Ok. Docteur Erivo, une petite réaction à l'insécurité aujourd'hui. Écoutez, vous savez que dans ces périodes troublées, mouvementées, ces périodes d'incertitude politique, eh bien, c'est le temps, malheureusement, que choisissent des voyous, des bandits, des malfois, assoiffés de sang et d'autres choses, pour sortir de leur tanière et de plonger notre pays dans le deuil et la souffrance. Nous condamnons énergiquement ces actes de violence et de banditisme. Qui ça dit au docteur Erivo apprendre que policiers t'assemblent une cible des bandits aujourd'hui? Qui ça dit ou même Rudy Erivo, ancien sénateur de la République? Moi, ça fait mal en pile.
parce que j'étais député, président de la Chambre des députés, sénateur de la République, ministre de la Communication, et un pile policier qui respectent nous-mêmes nous pour eux. Ce sont des gens qui, dans des conditions difficiles, ont sacrifié ou bien été au service de leur pays pour capable matérialiser deux visions, protéger et servir. Lorsqu'on voit qu'il y a des individus sans foi ni loi, des barbares, à attaquer de la sorte, c'est révoltant. Et nous ne pouvons, au niveau du PHTK, que nous insurger contre cet état de choses. Et nous demander pour que la justice, la police dans un premier temps, et la justice, ils fait travailler pour croiper phénomène ça. Est-ce que nous n'avons pas l'autre problème au niveau de la société, lorsque pas un respect même pour l'uniforme, en pile un policier qui a tué, il a gagné un uniforme sur eux. Est-ce que nous n'avons pas l'autre problème dans la société en tout, docteur Erivo? Nous avons un problème, Andel. Nous avons un problème, merci le fait qu'on dit ça tout, vous avez raison. Le problème que nous avons, c'est que nous oublions que nous sommes un petit pays d'à peine 12 millions d'habitants et qu'il y a de la place pour tous. Si nous décidons de mettre tête nous ensemble, nous avons fait de très belles choses. On l'a fait en 1804. Et on peut répéter la geste et l'épopée de 1804. Mais pour cela, il faut que nous songions que tout le monde n'est pas président en même temps. Tout le monde n'est pas parler national en même temps. C'est pour un banc qui gagne son chaise. Et que la politique, c'est une roue qui tourne. Je dis à l'issue Wendel, demain, la sous Gilbert Fonboin. Après-demain, la sous Antoine. C'est comme ça que lié. Mais dans le pays, nous, tout le monde veut vivre en même temps. Et puis, on tue pour des choses qui révoltent. Parce qu'on n'a pas le droit d'enlever la vie. Quel que soit le bagage là, on n'a pas le droit d'enlever la vie au monde. Donc, il serait grand temps que Haïtiens, compatriotes, comprennent la nécessité pour que nous transcendions nous et puis nous apprenions à vivre ensemble. On trouve cohésion ça, on trouve union sacrée ça, qui te permettent de nous accoucher de 1804. C'est le message ça. Au nom du PHTK que je l'ai lancé, et merci de me donner l'opportunité de le faire, Wendel Théodore. Merci, docteur Erivo. On a fini avec l'émission matin, mais avant d'aller, suite à plusieurs réactions à informations que nous débattons dans le commencement et rubrique le matin sous professeur Augustin de Misa que nous avons recevoir hier matin. Alors, l'information, c'est quoi? C'est que le professeur a été agressé, il était fini de faire une émission hier matin, et il a agressé hier soir. Nous n'avons pas trop de détails, mais sauf que nous parlons avec lui, il dit nous que les biens ne vivent pas en danger, mais nous-mêmes nous devons profiter de la rubrique ça matin pour nous, au nom de toute l'équipe de Métropole, présenter sympathie à professeur Augustin de Misac, qui était dans place là. Nous n'avons pas besoin de ça. Violence pas fait sens. Hier matin. Acte de vagabondage, ça, de banditisme, ça, il est révoltant, il est condamnable. Et nous condamnons avec la plus grande force. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout le monde n'a pas du même bord politique. Le professeur Desmesa et moi-même ne sommes pas du même bord politique. Mais c'est analyse Lio, je prends le temps, si je m'entendais sur radio, il était sur Métropole, eh bien j'ai pris le temps de l'écouter. Même Jean-Martin Cap prend le temps, écoutez ça m'a dit. Et c'est à partir de ces débats contradictoires que nous devons enrichir la vie politique. C'est ça qui va permettre que nous avancions. Regardez ce qui se passe chez le grand voisin américain. Comme je l'ai écrit sur mon compte Twitter, le fleuve de la démocratie coule inexorablement à travers les urnes pour la grande échéance de novembre. Chez nous, il serpente et s'essouffle sur les terres arides de la démagogie, Wendel Théodore, de la démagogie. Tu vois, mon frère, faut que ça finisse. Pourquoi ça nous pas qu'à faire politique, Jean l'a fait en France, aux États-Unis. Des débats contradictoires et que nous avançons. Soit que nous avons nous manquer, ou soit nous gagnons plus que l'autre monde, n'est-ce pas? Les terres arides de la démagogie et de l'instabilité et de la phobie des élections. Il y en a qui ont peur des élections. Je me demande pourquoi. Ou pas de peur d'élection, même si on a perdu. Et on travaille, on structure, on fait mise en place, tant que Jovenel Moïse fait, parce que ce n'est pas par génération spontanée. Il n'est pas le seul. Non, Dieu merci, il y en a d'autres. Parce que l'on gagne. Non, mais écoutez, Jude est arrivé au deuxième tour. Ce n'est pas par miracle. C'est que mon travail que le fait, qui fait que le deuxième. Et puis dans le deuxième tour, il y aura un vainqueur, un gagnant, qui aura à cœur de faire appel aux autres compétences, quel que soit le secteur politique appartenu, car un problème que nous devons résoudre est complexe, est immense. Et c'est ensemble que nous pouvons les résoudre. Merci, docteur Rudy Erivo. Eh bien, merci Wendel.
On n'a pas eu le temps de parler de la Copa América Centenario. Oui, c'est vrai. Mais face au Brésil, on n'a pratiquement pas de chance. Mais on peut quand même tirer notre épingle du jeu face à l'Équateur et au Pérou. Donc vous pensez que il y a une possibilité pour nous faire belle figure? Nous avons une petite chance d'accompagner le Brésil à la suite de la compétition. En tout cas, nous le souhaitons de tout cœur. Donc on va aux États-Unis quand même? Non, je suis capable là parce que faut me souterrain et pour nous capable commenter, mais de temps en temps nous avons arriver. Par exemple, il y a un match qui va se jouer à Orlando, Brésil-Haïti. Il se pourrait que je sois là-bas pour commenter ce match. Merveille. Absolument. Haïti va le camper? Il y a le foot comme exutoire pour permettre de décompresser, évacuer le stress. Parce qu'il faut savoir décompresser. À supposer qu'il y a un président ou quoi ça? Ah mais c'est sûr. D'où est mon président? Encore la claire sur ça. Et légitimité président provisoire intérimaire, parce qu'il y a un intermède, donc on a les dans le suivant, Tropicana peut-être, il y a un intermède pas capable de durer éternellement. Ça ne peut pas s'éterniser. Oui. C'est une petite parenthèse, regrettable, douloureuse, mais qui était nécessaire pour permettre que la vie constitutionnelle reprenne et qu'Haïti reprenne sa marche en avant. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien sénateur, ancien ministre de la Communication, actuel directeur général au ministère des Affaires sociales, le docteur Rudy Erivo, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.